coaster, you see. Ouais, tu peux passer, hein. Roller coaster, you see. Mental. Je croyais que tu allais nous montrer ce que tu avais fait sur Cabrières. Là, il nous fait rougir, hein, comme hier dans le dessin animé, les parents qui rougissaient sur l'enfant qui était indocile. Il prend Didier aussi, hein, Didier lui avait fait un sourire poli. Il nous donne à tous une jolie couleur. Didier est habitué. Ah non, surtout pas. Bon, moi, je suis spectateur. Non, il est en train de me faire du bien de parler du cinéma tchèque et de l'ambiance tchèque. Ah bon? Ah oui, on se régale avec des gens positifs. Pourquoi tu n'es pas français? Non, mais l'image du pays. Oui, L'image du pays. Bonjour. Alors, au départ, c'était on lui a dit est-ce que vous pouvez nous soumettre une liste de courts-métrages récents? Et il m'a renvoyé un mail. Voilà ma liste de courts-métrages pas si récents. Donc, on avait une liste à peu près de 15 films. On a fait un tri par rapport à la longueur et par rapport au coût et à l'accès des copies. Donc, voilà un peu la trame qui reste. Il y avait par exemple Guiraudy, Godard, Marie-Christine Kesteber au départ. Donc on n'a pas pu avoir les copies ou alors le film était trop long. Donc ça ne rentrait pas dans la carte blanche au niveau des horaires et du temps. Donc lui va vous présenter l'ensemble, peut-être pourquoi ces courts-métrages. Et j'aimerais bien poser dès le départ la question de quelle est la différence entre l'écriture du court-métrage et du long-métrage. S'il y a quelque chose qui se dégage, pas trop loin. Tout au coup. Bref, non, il n'y a pas de différence essentielle. Le court-métrage, c'est peut-être plus facile à dominer parce que c'est court et des fois, on a des résultats plus forts, plus marquants. Donc, il n'y a pas une supériorité réelle du long métrage sur le court métrage, peut-être que c'est le contraire, quoique sur le plan commercial, c'est le long métrage qui compte. En même temps, pour les premiers films, il n'y avait pas de différence puisqu'il y avait des courts métrages. La notion de long métrage est arrivée à peu près vers 1913-1914. Les directeurs de salle ne pensaient pas que le public pourrait supporter un film de plus de 3 minutes ou de 10 minutes. La conquête de la Lune de Méliès, ils étaient très angoissés parce que ça faisait 14 minutes, c'était du jamais vu. On a la même chose aujourd'hui, les très jeunes, ils supportent mal les films longs. Donc il n'y a pas de différence essentielle, il n'y a pas forcément une structure narrative dans le court-métrage, parfois. Alors les 5 films que j'ai choisis, pour presque tous, c'est parce que ils passent pour être les chefs-d'œuvre de leur auteur, notamment le film de Griffith et le film de Chaplin, c'est probablement leur meilleur court-métrage, ainsi que pour Vecchiali. Il y en a un qui est un peu en dessous, c'est le Cabot, mais enfin bon, le hasard a fait qu'il arrive là, et le film est assez insolite, et puis en même temps, ça faisait un trait d'union avec moi, puisque je joue le rôle principal du Cabot. Et donc voilà ce que je peux vous dire. Il y a donc 3 films muets. Ça s'étale entre 1908 et 1980, je crois, les 81, les dates de réalisation. Et voilà, on pourra intervenir à la suite de chaque projection, parce qu'ils sont très différents, donc il vaut mieux intervenir au coup par coup. Je me posais la question, est-ce que ça vous dérange, parce qu'on avait fait ça avec les lycéens,
Des fois, Luc Moulet, c'était vraiment en pointillé. Hein. Pendant le film, faisait une petite intervention juste pour faire remarquer un petit plan ou un petit geste qui avait une importance. Donc, est-ce que ça vous dérange s'il y a de temps en temps une... Ils vont pas dire... Ils vont pas dire... je leur pose la question quand même. Hein. Il y a des gens peut-être qui sont absolument comme ça, qui disent non, je veux pas. Oui. Personne n'ose dire non. Personne n'ose dire, il a raison, voilà, donc on fera comme ça. Si, je vais dire non. Toi, tu vas dire non. Ok, bon, on va commencer par le Griffith. Alors, il y a un commentaire, j'ai toujours pas la raison de ce commentaire, est-ce que c'est la bonne version? Mais il y a plusieurs versions, donc il y a des montages différents. Dans le cinéma du début, il y avait plusieurs versions parce qu'on n'arrivait pas à faire un double du négatif comme aujourd'hui, hein, et ce qu'on appelle marron ou master contre-type, et c'était la version avec la second best, la prise la meilleure après la première. Donc on faisait un deuxième négatif qui souvent servait pour l'exportation. Et puis parfois les auteurs ont corrigé leur montage. C'est une version un peu différente de celle que je connais, mais qui est intéressante et qui est très intéressante aussi. Le titre est Corner in Wheat. C'est un peu difficile à traduire. Une traduction littérale, ça serait mainmise sur le marché du blé, ce qui est un peu lourd. Ou on peut dire ce qui est plus bref, mais pas tout à fait exact, dumping sur le blé ou OPA sur le blé. L'OPA n'existait pas encore en 1908, je crois, et c'est traduit en français par les spéculateurs, mais c'est une expression anglaise très connue. Comme ça, on accapare un marché, on fait corner in wheat, bon, comme ça, et hop, on s'attire, on prend une bonne partie du marché du blé. On pourrait traduire ça, pour le blé, c'est plié, littéralement. Ok, on va lancer. Alors les trois premiers films sont à une vitesse qui n'est pas la vitesse normale, c'est en accéléré. Ça pose des petits problèmes pour le deuxième et le troisième. Enfin pour le premier ça va un peu presque. The Museum of Modern Art surfaced in the late 1970s. Deciding where this shot went was the great problem in restoring A Corner in Wheat. It's a sign of how abstract the film has become, that in terms of narrative, this tableau could be placed in any number of places. Originally, it was Piers alone. The film started with an entire farm family. It closes on a solitary figure. In the countryside, which is ordinarily a healing space for Griffith, Vous avez peut-être des questions à propos de ce film? Vous pouvez éclairer, s'il vous plaît? Non, c'est pas entendu. Une question? Moi, je vais vous en poser une. Je voulais savoir si à l'époque, il n'y avait que le plan fixe qui était possible, ou c'est un choix de Griffith? Oh, il y avait déjà des panoramiques. En 1898, il y avait Promio sur une gondole à Venise, et puis d'autres. Mais enfin, quand même, le plan fixe était dominant. Hein. Surtout que les films sont courts, on a plus besoin du mouvement d'appareil sur un film long. Mais bon, on peut se débrouiller pas mal à faire beaucoup de choses avec le plan fixe. Et il y a un mouvement aussi à travers le film, puisque on a des plans fixes de la même, avec le même sujet, hein, le même décor, et ça change beaucoup à l'intérieur du plan fixe, d'un plan à l'autre 3 minutes plus tard. Notamment, par exemple, le plan du début et le plan de la fin. On a donc deux personnages qui s'aiment, deux chevaux derrière,
Et à la fin, on n'en a plus, il n'y a plus qu'un personnage. Donc des différences qui sont établies par la succession. Et là, on sent que, je ne sais pas si c'est parce que c'est au début du XXe siècle, il est plus proche d'une tradition picturale, et qu'il y a une composition proche des peintres réalistes de la fin du XIXe. Oui, alors là, c'est pas... c'est plutôt particulier à Griffith, qui avait une certaine culture. Les premiers grands maîtres du cinéma, c'était des ratés du théâtre. Griffith, Gans ou 2000, qui avaient essayé de faire des pièces ou de jouer, et puis ça ne marchait pas. Et donc, ils se sont tournés vers le cinéma, et donc c'était des gens qui fonctionnaient sur une certaine culture théâtrale et aussi picturale. Donc le tableau de Millet, il avait été exposé à New York et à Boston quelques années avant, et donc il avait assez marqué les esprits dans celui de Griffith. Bon, il y avait une influence plus nette de la peinture parce que c'était l'image, il n'y avait pas de son. Après 1930, il y aura plus l'influence de la musique sur le film. Et c'est assez étonnant dans un film aussi court de voir à la fois l'influence d'une peinture célèbre et l'influence de romanciers qui sont à la pointe de l'art littéraire des États-Unis. Frank Norris, à qui c'est emprunté, était aussi l'auteur d'un roman qui a donné un des chefs-d'œuvre du cinéma. Je ne sais pas si vous savez lequel c'est. Le film de Les Stroheim. rapaces de Stroheim. Donc, on voit Norris derrière Griffith et puis derrière Stroheim. Ce qu'on oublie parfois, il est un peu oublié. Il a ses limites, Norris, en tant que réaliste, mais il y a effectivement une grande influence de la littérature qu'on oublie parfois un peu trop aujourd'hui. De même, on peut penser que le fait qu'il y ait comme ça des tableaux vivants, ça correspond à une certaine tradition littéraire, notamment qu'on rencontre dans les affinités électives de Goethe. Le point fort du film, c'est que finalement, on peut suivre avec une certaine passion le film, mais qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal, sauf le roi du blé qu'on voit à la fin, et que ça se tient très bien, alors qu'on saute sans cesse de personnages très différents qui ne se rencontrent jamais. C'est aussi un peu le drame des rapports sociaux, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre les cultivateurs et les affairistes. Moi je voulais savoir quand est-ce qu'avaient été ajoutés les commentaires qu'on entend pendant le film May, et pourquoi avoir choisi de montrer une version avec ces commentaires en fait. Oh bah il n'y avait pas tellement le choix, c'est pour ça. Il y a des choses intéressantes dans le commentaire, il y a des choses discutables. C'est un peu embêtant parce que comme c'est inscrit sur l'image, ça bouffe un peu la force de l'image qui contient beaucoup de choses. Ils ont été rajoutés quand ces commentaires? Bon, je pense que c'est vers 1980 ou 90, parce qu'il y a à mon avis, donc c'est ça c'est une copie vidéo faite d'après une copie film, où je pense que c'est 80 ou 90. Là donc, il a l'air de vouloir tirer à l'arc avec sa scie un instant.
Il y a un assistant qui passe dans le coin gauche. C'est fait à la va-vite. J'ai l'impression que le film avait bien marché. C'est un film fait il y a 95 ans, qui est muet en noir et blanc, mais ça fait toujours rire. En tout cas, merci de nous faire découvrir, parce que moi, je ne connaissais pas. Je sais pas, vous le connaissiez, ce réalisateur? Oui. Oui, mais... Au théâtre, le second monsieur. Oui. Oui, alors, donc Karl Valentin, je crois c'est date, c'est 1892-1948. Donc c'était un acteur de théâtre, mais qui écrivait ses sketchs, et puis qui ont été refaits en film. Officiellement, il n'est peut-être pas le réalisateur, mais dans le comique, c'est souvent l'acteur qui est le réalisateur. Le mécano de la Générale, c'est signé Clyde Brockman, mais c'est évidemment Buster Keaton qui domine. Il avait un gros succès public. Il comptait Bertolt Brecht parmi ses admirateurs, d'ailleurs. Mais il était assez mal vu dans le domaine du cinéma, parce qu'on dit qu'il y a du théâtre, c'est du théâtre filmé, ce qui n'est pas vrai, parce que il n'avait jamais joué ça au théâtre. Au théâtre, il y a la parole, alors que là, c'est un film qui n'a pas besoin de la parole, qui ne l'utilise pas. C'est un film de mime, et il travaille beaucoup sur des éléments qui sont proprement cinématographiques, le mouvement. Il y a un jeu qui est impossible au théâtre, c'est par exemple la relation de le rez-de-chaussée et le sous-sol, où il y a le coiffeur et le comptable qui travaille au-dessus. Donc on change, il y a une nouvelle dimension de plus. Et effectivement, il regagne beaucoup d'admirateurs aujourd'hui, avec pas mal d'années de retard. Je crois qu'il y a presque tous ces films maintenant qui sont en DVD sur le marché allemand. Et on se rend compte qu'il a influencé beaucoup de gens, dont Chaplin, dont vous allez voir un film tout à l'heure, et qui retrace bien l'histoire de l'Allemagne, ses problèmes, le drame de cette Mittel Europa qui est dominée par les fonctionnaires qui foutent rien, qu'on retrouve également dans le roman russe à travers Gogol. Donc c'est toute une mise en boîte d'un système. Et donc il joue sans cesse sur quelque chose qui est fréquent dans le comique, c'est-à-dire le gros et le maigre, le petit et le grand. Donc c'est fait un film sur la difformité et les différences. Chaque plan, il joue là-dessus dès le premier plan. C'est visible, on pense même à Bosch quand on voit ces personnages caricaturaux. Et donc c'est une vision assez cruelle de l'Allemagne de cette époque. Et il a continué à travailler sous Hitler, mais il était plutôt mal vu, parce que ça c'était pas très glorificateur. Et certains de ses films ont été coupés ou interdits. Comme c'était en principe quelqu'un qui venait du théâtre, il était assez mal vu au niveau cinématographique, parce que par exemple pour les critiques de cinéma ou les historiens, l'art c'était plus le flou, la surimpression, l'expressionnisme.
pour ce qui est du cinéma allemand, et on ne retrouve pas trace de Karl Valentin dans les grandes histoires du cinéma, ce qui est aberrant, alors que c'est peut-être le premier grand film allemand qui est assez novateur. C'était une direction possible du film, parce que là il y a un montage qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a le plan fixe, et puis alors on passe au plan fixe avec une toute autre action pour ne pas perdre de temps. Il y a des... Il y a des montages avec des shows, des jump cuts. Il y a une action qui est finie, et puis le personnage saute et il réapparaît, et, pour pas perdre de temps, pour avoir un meilleur rythme. Mais finalement, je crois que c'est pas gênant, ça ajoute même de l'humour aux situations, même si c'est totalement antigrammatical par rapport à la grammaire cinématographique qui est apparue quelques années plus tard. Il partait de ce qu'il avait envie de faire et il faisait ça normalement. Il n'y avait pratiquement pas de cinéma allemand. Le cinéma allemand est né vers 1910-1912 et on faisait un peu ce qu'on voulait. Après, le cinéma allemand est parti sur d'autres bases, sur l'importance du décor, du fond, même s'il y a effectivement certaines références comme ça, un absurde qu'on trouve aussi bien chez Kafka, mais les petits fonctionnaires ou les petits métiers ridicules, on trouve ça aussi dans Le Dernier des Hommes de Murnau, avec le portier d'hôtel qui va travailler, il devient, non pas Monsieur Pipi, à la porte des WC. Donc il y a une description de tous ces métiers un peu tristes et ridicules qui identifient bien l'Allemagne des années 1910. Des questions? On passe au film suivant. Easy Street. Donc le personnage de Charlot est un peu influencé par Valentin. Alors là, vous allez le voir en accéléré, ce qui fait que ça détruit des effets, parce que dans la version originale, il y a une partie du plan qui est tournée à la vitesse normale, et en cours de plan, l'opérateur accélère. Mais comme maintenant c'est tout accéléré, on ne voit plus cette différence. Vous allez voir cette... Ce que vous voulez dire, c'est que les gens à l'époque voyaient le film dans une vitesse normale, différente, avec une partie du plan normal, et puis soudainement, en cours de plan, ça va plus vite. Notamment lorsque le policier se retourne, il y a des fuites rapides qui font rire, mais qui n'apparaissent plus là. Enfin, c'est assez bien arrangé dans la version moderne, qui a dû être faite par Chaplin ou sous ses ordres.
vais donner juste quelques petites informations complémentaires, parce que effectivement le film se suffit à lui-même. Hein. J'ai vu qu'il marchait très bien. Des questions? Est-ce que... pourquoi on peut dire qu'on peut définir comme du génie la mise en scène de Chaplin? Bon, c'est difficile à définir, mais bon, c'est fait sur le rythme, la succession de choses qui appartiennent à des ordres très différents. Il y a par exemple la misère, l'intérêt pour l'enfant. Chaplin, qui a une enfance difficile, a toujours été sensible aux problèmes des enfants. La petite figure d'enfant sur la droite qu'on voit appelle le Kid, qu'il allait tourner 3 ans plus tard. Et c'est aussi un homme qui aura 5 ou 6 enfants. Donc, et il y a donc tous ces rapports entre pauvreté et richesse, puisque lui aussi il est passé de la pauvreté à la richesse en un an pratiquement. Et description de la réalité sociale, des mœurs avec l'usage de la drogue, les forts et les faibles, tout ça arrive à la suite, en même temps qu'il y a des compositions, les gens qui passent par la fenêtre, qui ressortent par une autre. Il y a un agencement considérable, et d'ailleurs le plan fixe sert beaucoup parce qu'il y a énormément de mouvements à l'intérieur du plan fixe. Il n'y a qu'un seul plan serré. Oui. Il n'y a qu'un seul plan serré, il n'y a qu'un seul gros plan en fait. Quand même. Ah, il y a un le travelling gaz, aussi. en fait, à un moment, Oui. c'est le seul, j'ai l'impression. Il y a un travelling aussi à un moment donné, un petit travelling. Oui. Quand le déplacement de la caméra quand il traverse la rue, Oui. voilà, il n'y a que ça, mais c'est très bien fait. Et puis il y a des évolutions, effectivement c'est très beau, le gag, le mec qui veut montrer sa force en tordant le bec de gaz, et c'est ce qui va amener sa perte. Il écrivait ces films J'ai l'impression que non, il avait fait du music hall, peut-être qu'il notait les idées, il vaut mieux noter les idées parce que souvent, après on en oublie en cours de route, hein. Mais il écrivait très peu, en même temps, comme ses films marchaient, il avait beaucoup de fric, et on raconte toujours l'histoire d'un plan de Les Lumières de la ville. Il a fait comme ça, au fil de son inspiration, 525 prises en 6 mois. Enfin, il ne faisait pas que ça, mais des fois il y revenait. Donc c'est une intelligence appliquée et pas du tout théorique. Il aurait peut-être dû écrire un petit peu, il n'aurait pas... il a trouvé la bonne idée au bout de 500 prises. Il aurait peut-être dû réfléchir un peu avant, mais enfin bon, c'est sa façon de procéder. Il aurait pu faire des économies comme ça. C'est pas notre problème. Donc, il écrivait très peu, il marchait, c'était un homme de terrain, pas un scribe. Et on raconte même que sur un de ses derniers films, quand il faisait le montage du son, eh bien, au lieu d'écouter ce qui se disait, il regardait la pellicule optique, c'est-à-dire sur le film, il y a l'image là, et puis il y a une petite bande de 2 ou 3 millimètres de haut, sur lequel on voit comme ça des dents de scie, des montagnes russes qui reflètent les graves et les aigus, et en regardant comme ça, il savait ce qui se disait, il reconnaissait chaque son, rien qu'en voyant ces montagnes russes qui ressemblaient un peu à un parcours d'étape du Tour de France. Et voilà comment travaillait Chaplin. Il ne faisait pas de storyboard. C'était un intuitif. Oui. Des questions? On pourrait passer au cabot. Oui, alors là... Bon, je vais me taire parce que c'est parlant maintenant. Voilà. Et ça sera peut-être mieux.
Alors, vous allez avoir 4 films qui sont des chefs-d'œuvre. Celui-là est un peu en dessous. Mais enfin, c'est toujours bien de voir aussi pas des chefs-d'œuvre, parce que ça permet d'établir la comparaison. Et puis, ça fait un peu trop. Et puis, il n'est pas inintéressant, le film. Il a un certain ton fondé sur l'ironie, un côté doux amer, un côté insolite, et le ton qui rappelle un peu les premiers courts-métrages de Polanski, qui est pas inintéressant. Il faut dire aussi que le producteur de ce film est parmi nous. Oui, bon, enfin, je suis producteur du film, mais enfin, j'étais ce qu'on appelle un producteur de couverture, parce que j'avais une maison de production, et produire, ça consistait à donner des coups de tampon pour donner des dossiers au centre du cinéma, surtout. Voilà. Et le film a été interdit par la censure pendant 2 ans. C'est une programmation chronologique qui fait que vous avez eu 2 films drôles, les suivants vont pas être drôles, c'est peut-être pas très bon. Dans le film, il y a 3 acteurs, vous essayerez de reconnaître Luc Moulet. Seul nœud que penser serré. Comment ça se fait? Faut pas le faire souffrir. Ça va pas suffire le soulevant. On va secouer la corde. Comment ça se fait qu'il bouge encore autant? Oh, ça va pas durer. C'est quand même étonnant qu'il résiste comme ça. C'est pas toujours facile de tuer une bête. Il y a 1 an, quand j'ai voulu me débarrasser de mon chien, j'ai demandé à un copain de venir me le tuer. Je l'ai attaché près d'une pile de bois. Il lui a foutu un coup de fusil. Le chien a versé. Bon, je l'ai détaché, j'ai cru qu'il y avait. Tout de suite après, voilà qu'il se remet à respirer, puis qu'il se sauve. Ça lui a pourtant arraché un œil, la tête tout enflée. Il est allé se cacher dans la grange, dans le foin, puis j'ai pas pu le revoir. Puis le lendemain matin, je suis quand même allé voir ce qu'il faisait, mais il n'était plus là. Et puis il y a un gars qui m'a dit que mon chien, il s'était fait écraser par une bagnole sur la route. Je suis allé voir, mais il n'était pas écrasé, il souffrait, là, il râlait là le long. Alors j'ai demandé à un chasseur de là-bas de venir me le finir. Il lui a tiré un coup de fusil à bout portant bien placé, puis ça a été fini. Attention! Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Tu vas voir. Allez, viens là. Allez. C'est pas possible. Laissez-le d'aller dans la poudre. Tirez. Mais tirez donc. Tirez plus fort. Ah, il a l'air bien mort cette fois. Ça a été dur. Quelle merde! Il respire encore! Oh la vache! Il est increvable! On n'en sortira jamais! Et je pouvais pas tirer plus fort! On est coincé. Et puis l'assistant réalisateur, il est assez buté. Il pense qu'à son boulot.
Donc, c'est plus intéressant d'avoir des personnages qui sont un peu décalés par rapport à vous qui réagissez, ou à nous qui réagissons assez fortement au film, et ce qui crée la cheville de la tension du film. J'ai d'ailleurs remarqué que là encore, comme dans La Terre de la Folie, les gens rient au moment le plus dramatique où on tue le chien. C'est surtout sans doute à cause de l'extravagance des actions. Hein. Mais ce que je voulais savoir, l'idée, c'est toi qui l'as lancée, puisque tu es un spécialiste des films de chiens, puisque tu avais fait le film, voilà, l'Empire de Médor, oui. Et donc c'est toi qui avais lancé l'idée du film, ou c'est vraiment de Letellier? Non, c'est le réalisateur qui avait été assistant sur le film Le Dernier Homme de Charles Beach, qui se situait au moment de la fin du monde imaginé, et donc il y avait beaucoup de personnes mortes ou de personnes qui bougeaient pas, et les animaux notamment. Et Beach avait besoin d'un chien qui ne veut pas bouger, donc l'assistant a dû se résoudre à trouver un chien mort par tout moyen. Ce qui est rigolo, c'est que le film de Beach a été autorisé tout public, et tandis que celui-là a été interdit par la censure, et par-dessus le marché, bon, le chien est arrivé trop tard, et le film de Beach d'ailleurs n'est pas sorti pratiquement, pas à cause de cette histoire de chien du tout, mais parce que bon, il était jugé pas assez commercial. Et donc c'est pas moi, il m'a amené le scénario comme ça. J'ai trouvé que c'était bon comme scénario, et puis ça m'engageait pas tellement, et on l'a présenté à la commission d'avance sur recette du court-métrage, à la contribution financière. On l'a pas eu parce que ça faisait un peu peur aux membres. Moi, il y avait une bonne histoire, j'avais pas du tout pensé à cet aspect-là, surtout que ça avait un côté un peu thérapeutique. Ensuite, le Tellier a trouvé l'argent pour financer, c'est-à-dire que c'était fait en participation, et il n'y avait pas d'argent à dépenser, donc je l'ai couvert, il m'a demandé de jouer, je lui ai déconseillé en disant que automatiquement j'amenais le rire, et ce qui n'était pas bon pour le film. Il m'a dit non, ça fait rien. Finalement, c'est peut-être aussi bien, parce que ça apporte un peu d'insolite, ou ça rehausse les tensions à l'intérieur du film. Il n'y avait pas une volonté comique au départ? Non. Mais enfin, par certaines intonations, effectivement, ça a accentué. J'ai produit un film qui s'appelle Le Grand Chien Noir, mais où on ne voit pas de chien. Qui est un film sur comme ça, la chasse aux sorcières, en quelque sorte, où on imagine un grand chien noir qui fait peur à tout le monde, mais qui n'existe que dans la pensée des gens. Et puis après, cette histoire du cabot, il y a eu de la censure, des campagnes de presse, etc. C'est un court-métrage, par exemple, qui a eu une page d'un journal à scandale allemand, ce qui était pas mal pour un court-métrage français, comme ça. En général, même les longs métrages n'ont pas de pub, enfin, ça a fait des montagnes. Finalement, il a été autorisé au bout de 2 ans, mais ça m'a appris à contacter, effectivement, avoir des rapports avec le monde, non pas des cinéphiles, mais des cinophiles, qui était très violent, et j'ai pris des notes qui m'ont permis de faire un documentaire comique
sur la religion du chien en France, qui s'appelle l'Empire de Médor. Et est-ce qu'on peut connaître le côté thérapeutique, justement? Bah, effectivement, le réalisateur se sentait très coupable d'avoir tué ce chien. Il en rêvait la nuit, des fois il avait des cauchemars. Alors c'est ce qu'on appelle la catharsis, pouvoir se libérer d'une mauvaise action en la reproduisant. C'est très classique en art, et puis sur le plan médical, les psychiatres vous conseillent beaucoup ce genre d'action. Le film, finalement, après, il est passé à la télévision. Au bout d'une dizaine d'années, hein, ça a changé. Puis, déjà, il était sorti tout de suite dans le tiers-monde, au Portugal ou en Tunisie. Parce qu'effectivement, dans ces pays-là, où la vie est difficile, on n'a pas la même attitude qu'en Occident vis-à-vis de l'animal. Je pense notamment au Chilien Rodorovski, qui tuait des oies sur la Seine. Vous avez eu de la chance qu'à cette époque, Brigitte Bardot ne soit pas présidente de la SPA, mais c'est vraiment l'esprit bête et méchant d'Harakiri. Est-ce que le Tellier en a fait d'autres dans ce genre? Non. Effectivement, il vivait avec cette obsession, et puis après, il n'a plus de catharsis à faire, à mettre en branle en quelque sorte, donc il n'en a pas fait d'autres. Dans ce court-métrage, vous pointez le rôle de l'assistant réalisateur, et il me semble avoir lu dans un de vos textes que pour vous, l'assistant réalisateur est le bourricot de l'équipe, et celui qui devrait être le plus mal payé, il me semble. Oui, c'est un peu le bourricot de l'équipe. Le plus mal payé, effectivement, moi je payais assez mal mes assistants, je payais bien mes acteurs et mal mes assistants, parce qu'effectivement, ils n'avaient pas besoin de compétences particulières. Je choisissais mes acteurs d'abord parce qu'ils avaient une auto, ça me permettait d'avoir une bagnole. Ensuite, à cause de leur apparence physique, parce que ça permettait d'avoir des figurants tout près qui jouaient des petits rôles. Donc je leur disais un peu quoi faire. Ça c'était en début d'activité. Et après, effectivement, l'assistant a été payé plus normalement. Mais il y avait ce petit jeu. Bon, ce qui compte dans le cinéma, c'est les acteurs, et puis l'opérateur, et puis bon, les assistants, c'est un peu secondaire. Donc ça n'a rien à voir avec la conception normale de l'assistant qui apparaît ici. Dites-moi comment vous avez réagi. Un mélange de dégoût, d'effroi et de rire, quoi. Peut-être pas toujours au même moment que tout le monde non plus, quoi. Oui, souvent les personnes qui avaient vu le film, enfin c'était des membres de la commission de censure, et effectivement ils réagissaient assez mal. Il y avait comme ça cette divinisation de l'animal par rapport, qui était sensible dans un milieu très, très bourgeois, qui était celui des censeurs ou des jurés de commission. Donc c'était assez différent, mais il y a eu des réactions assez hystériques. D'abord, ces spécialistes, ils ne voyaient pas que, en fait, le chien n'avait subi aucun mal, hein, parce que, bon, il dit il y a les Blancourt où on a l'impression qu'il lui arrive des choses pénibles, mais grâce au jeu des objectifs, il n'a pas reçu de coup, quoi, au cours du film, ce chien. On fait semblant, comme ça, il y a un objectif qui est le 100 ou le 120,
qui écrase les distances. Et donc je montrais effectivement avec un objectif comme ça, avec un objectif normal, si je donne un coup de poing comme ça, il faut vraiment que je donne le coup de poing. Tandis qu'avec le 120, si je fais comme ça, hein, on croit que monsieur va être par terre. Hein. Donc c'est très facile les trucages au cinéma, mais ces gens-là, ils vivaient un peu dans l'abstrait, ils ne voyaient pas les trucages, enfin les petits trucages qui sont courants dans les films d'action, hein, où on casse la gueule aux gens sans les toucher. Et puis c'était assez hystérique. J'ai une correspondance avec une dame qui luttait pour que le film soit interdit. Alors je lui ai dit, mais vous avez vu le film? Non. Non, m'a-t-elle dit. Ah bah je vais vous le montrer. Ah non, non, je ne veux pas le voir. Alors c'était assez rigolo. Elle m'a dit, oh, bah, vous faites ce film-là pour gagner plein d'argent. En voyant le court-métrage, on ne peut pas dire qu'on va gagner énormément d'argent, etc. Dit, ah bah c'est idiot, vous devriez faire des films comme Les Demoiselles d'Avignon, où vous aurez des millions de téléspectateurs. Enfin, il y avait une volonté comme ça de me coincer ou par la droite ou par la gauche. Donc ça m'a donné pas mal d'indications comme ça. C'est vrai que c'est sûr. Et ce qui m'a permis de faire l'Empire de Médor, qui est une sorte de catalogue des attitudes de l'occidental par rapport aux chiens. Mais aussi qu'il y ait une censure qui les regarde, les courts-métrages. Aujourd'hui, on parle de remettre des visas d'exploitation, mais il y a des gens qui les regardent, la censure aujourd'hui par rapport aux courts-métrages. Ils sont très rarement vus par des équipes qui mettraient, même les visas d'exploitation n'existent pas, c'est-à-dire il n'y a plus du tout de... Oui, ben, y a eu des longs métrages interdits pour des raisons politiques notamment, et pour des raisons de cruauté. De toute façon, il y a des interdictions qui restent pour la pédophilie. Mais tout évolue avec le temps, comme ça, des films qui sont interdits en 1930 et qui passent facilement en 2010. Et inversement. Enfin, inversement, bon, c'est parce qu'ils sont... ils sont pas bons, alors ils passaient très bien en 1930 et puis ils sont jugés ridicules aujourd'hui. Oui, moi je voulais savoir si c'était habituel d'avoir des monsieur et madame dans l'énumération finale. Ben, c'était parce que le Tellier a voulu faire une sorte de faire-part qui était déjà au début du film. Simplement, il aurait dû avoir les bords du faire-part pour qu'on comprenne. Et là, on ne comprend plus les bords noirs. Mais enfin, il avait mal calculé en dessinant ses titres et il ne pouvait plus mettre les bords noirs. Bah, c'est une faute. Il y a une réplique dans le film que je trouvais intéressante parce que je trouve qu'elle reflète un peu l'état d'esprit des cinéastes de l'époque, en tout cas d'une certaine mouvance. Le paysan dit vous faites un film? Oui, je fais un film, alors c'est pour la télévision, et vous répliquez non, un film, c'est pour le cinéma. Oui, bon, de toute façon, ça a peut-être empiré, ça s'est aggravé. Dans les campagnes, on ne savait pas que le cinéma existait pratiquement. Donc, automatiquement, on vous demande toujours, c'est pour la 2 ou c'est pour la 1? Sauf à Cabrières. Oui. Alors, je répondais, c'est pour la 8. Bien souvent. Mais vous faites une différence? Entre les films de la 1 et de la 2? Entre les films pour la télévision et les films pour le cinéma? Non, avant on en faisait parce qu'on disait pour la télévision, il faut cadrer plus serré comme l'écran est petit.
Et puis, en cadre plus large, on peut avoir de grands paysages au cinéma, ce qui est interdit à la télévision. Ce qui est un peu idiot, parce que d'abord maintenant, les télévisions sont souvent assez grandes, et puis on en avait marre de voir des cadres serrés à la télé, et les westerns à cadre large, ça a apporté quelque chose de nouveau. Bon, il y a des petites différences, parce que, effectivement, l'ambiance est différente. Par exemple, pour les films comiques, c'est mieux en salle, hein, parce que il y a des gens qui commencent à rire, ils entraînent les autres, etc. Il y a toute une ambiance. Et ça n'existe plus à la télé, où on est un ou deux ou trois devant la télé. Mais enfin, personnellement, dans les écoles, on vous apprenait à faire des différences quand on faisait des téléfilms ou des films. Mais comme la plupart des films ont essentiellement leur public à la télé, il n'y a plus de différence au bout du compte, puisque en chiffre de spectateurs, de toute façon, il y aura beaucoup de gens qui verront le film à la télé que dans les cinémas en général. Je pense notamment, bon, c'est pas applicable parce que ce sont souvent des productions américaines, mais les films de western où il y a beaucoup de chutes de chevaux, de scènes de guerre avec des animaux qui sont abattus. Oui, alors ça a changé aux États-Unis, effectivement, à partir des années 60, et on y a fait beaucoup plus attention. Et Hitchcock, notamment, a eu des problèmes pour le film Les Oiseaux, où il avait la SPA, la SPA locale, qui faisait gaffe. Donc, c'est dans la plupart des pays, effectivement, on faisait très attention. Mais les pays du tiers-monde ou les pays pauvres, ça n'existait pas, parce que le principal, c'était la vie humaine, et notamment dans le monde hispanique, un film comme ça passe comme une lettre à la poste. On parle toujours d'ailleurs du film Las Urdes, où Luis Buñuel avait abattu un âne ou une chèvre. Une chèvre, comme ça, pour les besoins de son film. Ça a déclenché des polémiques 30 ans après. Mais le sacrifice de l'animal est quelque chose de commun dans le monde hispanique. Par exemple, au Mexique, on mange de la confiture, on mangeait de la confiture, comme l'a montré un film italien, là, on mangeait de la confiture avec des mouches vivantes. Donc il y a une relation à l'animal qui est tout à fait différente. C'est bon? Ouais. On passe à Maladie de Paul Vecchiali. Des chlorures d'ammonium magnésié. Le docteur Mossé avait constaté léger souffle au cœur. 11 juillet 56, La Roque-Broussane. Toute une période s'écoule pendant laquelle le traitement n'est pas continu. Aussi ai-je des ennuis du côté de mon asthme, râle, douleur des bronches, expectoration et tout le cortège. 26 septembre 56, retour à Toulon et en même temps, j'ai un traitement continu à raison d'un comprimé par jour pris en 2 fois. Et le résultat est satisfaisant. La saison hivernale commence en ce début de novembre, et naturellement je m'en ressens. Tout, expectoration abondante, et l'asthme lui-même semble lutter pour se libérer de l'étreinte du cortencile. 1er mars 1957. Ensuite, il nous serre fortement tous les deux sur son cœur, et cette fois-ci, il signe papa. Vous pouvez nous parler déjà de Paul Vecchiali? Paul Vecchiali, c'est un cinéaste qui est né en 1931, qui a commencé à écrire au Cahier du cinéma et qui est
qui a réalisé des films entre, disons, 1961 et 2006. Des films, d'ailleurs comme les miens, qui s'inséraient difficilement dans un courant cinématographique majoritaire, et comme ceux de beaucoup d'autres cinéastes, mais qui a réussi à faire beaucoup de films, néanmoins dans des conditions souvent assez difficiles. C'est celui-ci, je vous dis, c'est ce qu'on appelle un no-budget film. On ne s'amuse pas à faire un devis avant de faire le film. Il a dû être tourné en une journée. Vecchiali, je rentre peut-être un peu, il dit que ça a été fait en 2 heures. Mais enfin, 2 heures ou une journée, ça ne fait pas une grosse différence. Bon, il y avait la pellicule, mais souvent ces films-là étaient faits comme ça, en même temps qu'un tournage d'un autre film, et puis on avait l'équipe de tournage, enfin assez limité aussi, le samedi ou le dimanche. Il y a beaucoup de films qui sont des courts-métrages qui sont des films du dimanche. Des fois, c'est le dimanche étalé sur 60 dimanches, comme les films de Paulet. Les peintres du dimanche, les cinéastes du dimanche, les peintres du dimanche. Oui, les peintres du dimanche. Mais Raoul Ruiz fait des films du dimanche aussi. Oui, mais il fait aussi les films du lundi, les films du mardi, ce qui fait qu'il a 120 films maintenant, quelque chose comme ça, au moins. Et donc, c'est un cinéaste qui est axé dans la tradition, vieille France, une attitude politique assez droitière. Il est fils de militaire, comme on le voit, et en même temps, naturellement, il y a une grande sensibilité à la famille. Souvent, les cinéastes ou les artistes rejettent la famille. C'est souvent, par exemple, on sent ça chez Howard Hawks ou chez François Truffaut. Hawks oublie la famille, Truffaut, comme ça, établit une relation critique. Tandis que c'est le seul cinéaste qui ait fait à la fois, il a fait un film sur sa mère, un long métrage en haut des marches, où sa mère figurait sous les traits de Daniel Darieux, et puis un film sur son père. Et pourquoi vous nous avez proposé Maladie? Ah, parce que j'aime beaucoup le film, donc en même temps il est plus récent. Je crois d'ailleurs que à une projection il y a 2 jours, il avait assez touché le public. Il avait touché particulièrement les lycéens, qui étaient un petit peu dissipés pour les autres films, et celui-ci, il y a eu un silence total. Il a touché ici aussi. Oui. Mais dans le film, la fabrication, l'aspect filmique, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous touche dans le procédé? Oh, ben, il y a le film qui existe. À partir de ça, on peut se poser des questions. Il y a son côté rapport très précis. C'est un carnet de bord de maladie tenu par un militaire de carrière. On sent que c'est une sorte de rapport. En même temps, on sent la progression de la maladie, par exemple, parce qu'il y a des fois, il commence à y avoir quelques fautes d'orthographe. Et puis, à un moment crucial, on voit que ça dérape. Il y a une écriture très, très maladroite. Et puis, c'est bien le côté laconique, le côté code civil que recommandait Stendhal, qui vous permet d'évoquer des choses intimes comme ça, avec une rigueur apparente. Et il y a la contradiction entre la rigueur de la présentation et l'humanité profonde de ce qui est montré et qui est très touchante. En même temps, retrouver le parcours que j'ai pu vivre et que je vivrai peut-être bientôt. L'approche de la mort, ça se manifeste par des errements comme ça géographiques. On va d'une ville à l'autre parce qu'on sent bien, on croit qu'on se sentira mieux à la mer ou à la montagne ou chez soi ou chez ses enfants.
et puis on passe des fois d'une maison d'un enfant à une maison de l'autre, parce qu'ils ont des problèmes, enfin il y a tout un truc, et puis on va d'un hôpital à l'autre. Donc il y a ce parcours erratique qui est l'approche de la mort, qui est bien reconstituée, parce que c'est la réalité. Dans l'écriture, c'est vrai qu'il y a aussi... À un moment, je me demande si c'est pas carrément une image fixe de Paul Vecchiali en photo quand il parle de la paralysie faciale gauche. En fait, il est de profil gauche et c'est une photo, j'ai l'impression que c'est pas... Il bouge pas du tout, quoi. Il y a comme un parallèle dans l'écriture, comme ça. Oui, il y a des évocations, et puis il cherche à faire revivre le père à travers lui-même, hein. Et il cherchait les ressemblances, donc c'est très émouvant. Il y a quelque chose d'intemporel dans ce film, parce que comme le procédé est très rigoureux, qu'il n'y a pas de mouvement de caméra, et que lui, à part peut-être le soupul qui peut dater, cela donne en fait au film un modernisme et une intemporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop le situer dans le temps si on ne connaît pas la figure finissante de Paul Vecchiali. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut dater ce film on sait que c'est relatif à une époque, donc il est mort en 59, et ça a été retrouvé, il l'a dit, 25 ans après. Dans 18, 18. C'est en couleur, donc la couleur s'est développée à partir de 66 en France. Bon, c'est pas forcément utile, mais on a des petites références que je retrouvais facilement, parce que moi j'ai un esprit rationnel qui cherche à tout dater et à retrouver tous les lieux. Et bon, effectivement, sur celui-là, j'ai pas de problème. Non, il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est le coût du noir et blanc. Et le noir et blanc est devenu plus cher que la couleur, je crois, vers 78-79. Ça, donc c'est pour ça que pour les cinéastes fauchés, donc ils tournaient plutôt en noir et blanc jusqu'en 78-79, et après les cinéastes fauchés tournaient plutôt en couleur. Oui, je pense que c'est plutôt à partir de 84 ou 85, parce que c'est la maison Kodak qui s'est dit oh merde, tous ces gens qui tournent en noir et blanc, ça me fait chier, parce que il y en a pas tellement, et puis il y a effectivement ça coûte cher d'entretenir cette production. On va les forcer à tourner tous en couleur, en augmentant considérablement le coût de la pellicule couleur, et en prétextant que l'argent qu'il y a sur la pellicule coûte beaucoup plus cher, etc. Mais enfin, à mon avis, c'était un prétexte pour augmenter presque du simple au double, hein. Et il y a eu cette bizarreté que la couleur a coûté moins cher, à mon sens, à partir de 84 ou 85. Pardon, c'est par rapport au message du père. Est-ce que les deux fils ont trouvé la foi? Trouver la foi. Mais il l'a toujours eu, Paul. Oui, il y a une présence, effectivement, comme ça, c'est un personnage assez contradictoire, mais effectivement, il avait, appartenant à une famille comme ça, de très peu moderne, il y avait une présence comme ça d'un sentiment religieux assez furtif. Il est au carrefour des tendances Vecchiali, puisqu'il y a à la fois la présence de l'homosexualité dans ses films, la présence de la famille traditionnelle, du militarisme, l'opposition au marxisme, enfin tout un mélange assez détonnant. La foi, est-ce qu'elle était présente directement dans d'autres films? Oui, dans Femme, quelque part. Ah oui, c'est juste. D'autres questions? Non? Et puis un peu dans son adaptation de Guy Descartes, l'impur.
Mais c'était la foi avec les personnages, la religieuse qui sort du mélodrame aussi. D'autres questions? C'est vrai que c'est la question à un moment, pourquoi il lit plus la fin? Il y a un temps comme ça où on se dit, c'est juste une histoire de durée de pellicule. C'est quand même un choix de dire à la fin, je lis pas toute la suite, quoi, puisqu'on est tellement sur ce livre, on s'attend à voir écrit qu'il ait écrit je suis mort, presque on s'attend aujourd'hui je suis mort. Oui, oui. Ça fait une chute comme ça. Mais quand Vecchiali a fait le film, est-ce qu'il était, donc il y a quand même pas mal d'années, est-ce qu'il était en bonne santé ou est-ce qu'il était malade et qu'il pouvait sentir sa fin à ce moment-là? Oh, ça, je sais pas, faudrait lui demander. Mais c'était à une époque, le film est de 81 ou 81. Bon, apparemment, il tournait pas mal à l'époque et puis il vit toujours, Vecchiali. Donc, c'est 28 ans après le film. Il avait un peu des problèmes. Oui, l'anecdote, c'est qu'on l'a eu au téléphone et on lui a dit que présenter son film ici, que Luc Moulet venait. Il dit oh, j'aimerais bien venir, mais j'ai une rage de dents. Donc bon, il a un certain âge, donc sa rage de dents. Bon, il a 78 ans, mais enfin, c'est qu'une rage de dents. Voilà. Donc ben voilà, on va finir. J'espère que vous êtes content d'avoir rencontré Luc Moulet, d'avoir assisté.